Alors, cette affaire commence en septembre 2022. À ce moment-là, un important réseau de trafic de cocaïne a été démantelé par les autorités françaises. C'est un article du Parisien qui nous apprend ça hier. Ce sont 2,5 tonnes de cocaïne qui faisaient le voyage entre Carthagène en Colombie, très jolie ville colombienne d'ailleurs, et le Val d'Oise en passant par un porte-container qui devait lui stationner au Havre. Vous savez que le Havre est le premier port atlantique français. Informé par un indicateur d'un transfert imminent, la police avait ouvert le conteneur en question une fois arrivé sur le port du Havre. Mais au moment de l'ouvrir, il découvre que le conteneur est complètement vide. En réalité, celui-ci avait été déplacé et vidé dans la nuit avec la complicité d'un docker qui a ensuite déclaré avoir été menacé physiquement par les trafiquants. Alors dans la foulée, la police mène une enquête d'envergure qui mène à l'arrestation de 3 hommes grâce à leurs empreintes génétiques à Rouen et au Havre, dont un certain Nabil, qui est sans emploi, qui habite la région parisienne et qui son rôle c'était de recruter les intermédiaires du trafic, c'est-à-dire les chauffeurs et les dockers. En septembre 2022, donc, le juge d'instruction en charge de l'affaire envoie tout ce petit monde en prison, en détention provisoire. La détention provisoire, c'est une détention avant le jugement définitif. Mais un rebondissement a eu lieu il y a quelques jours. Et oui, cet été, l'avocat de ce Nabil a formulé une demande au juge de remettre son client en liberté, comme il en a d'ailleurs tout à fait le droit. Mais le juge n'a pas répondu dans les 5 jours. En l'absence de réponse, l'avocat a donc saisi un autre juge, qu'on appelle la chambre de l'instruction, cette chambre-là, avait 20 jours pour répondre. Elle ne l'a pas fait non plus. Alors dans ce cas, le code de procédure pénale est formel. La personne emprisonnée doit être libérée. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a donc aujourd'hui un trafiquant de plus dans la nature. Bon, vous allez me dire, il y en a tellement. Mais lui, en l'occurrence, on l'avait attrapé et on avait de quoi, et on le soupçonnait gravement puisqu'il avait été placé en détention provisoire. C'était bien pour une raison. Alors, il sera bien jugé. Évidemment, sauf s'il s'enfuit d'ici là, puisque maintenant il en a la possibilité. Puis la question, c'est aussi quand est-ce qu'il sera jugé. Mais en attendant, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il peut vaquer à ses occupations habituelles. Je préfère pas trop savoir ce que c'est. Dans le jargon du droit, ça s'appelle un vice de procédure. Et en effet, les enquêteurs, en l'occurrence, n'ont pas respecté la procédure pénale, et ça a parfois des conséquences catastrophiques. Ça arrive régulièrement, comme la libération de ce trafiquant. Alors, l'avocat a bien fait son travail, en l'occurrence. On ne peut pas lui enlever, et c'est bien le juge qui a laissé passer ce délai. Juge auquel moi-même, d'ailleurs, je trouve des circonstances atténuantes au milieu du mois d'août, et vu les manques d'effectifs assez criants, ça il faut pas fermer les yeux là-dessus. Les magistrats la grande majorité sont assommés de travail, et donc tout ça me fait penser que le sujet est ailleurs. En effet, le respect de la procédure est quelque chose de fondamental. Ça me semble assez évident. Une société démocratique, elle doit protéger ses citoyens de l'arbitraire, et pour cela, un État qui se considère démocratique doit encadrer toutes ses actions dans le droit. Il doit dire ce qu'il fait. C'est le code de procédure pénale. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un trafiquant de drogue, en l'occurrence, mais on pourrait faire l'hypothèse théorique que demain, il s'agisse d'un honnête homme qui soit poursuivi, par exemple, en raison de ses opinions politiques. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le droit français, à force de vouloir éviter à raison cet arbitraire, il oublie aussi un autre objectif, qui est celui de protéger le public des délinquants et des criminels, qui sont eux aussi des freins majeurs à la liberté individuelle, tout comme l'est l'arbitraire. Je vais vous citer un autre exemple qui, à mon sens, va dans le même sens. En 2018, c'est une autre affaire qui se déroule dans le sud de la France. Des douaniers sont tombés par hasard sur un camion sans chauffeur sur une aire d'autoroute près de Montpellier. Alors les douaniers trouvent ce camion suspect, ils fouillent le camion et bingo, c'est le jackpot, ils tombent sur 1,2 tonnes de cannabis. Les douaniers saisissent le tout et se mettent à la recherche des propriétaires du camion. Et comme par hasard, les 3 propriétaires sont déjà mis en cause dans une autre procédure de trafic de drogue internationale par la justice espagnole. Le dossier en France est lourd et il y a un juge d'instruction qui, là encore, va envoyer en détention ces propriétaires en attendant leur jugement. Et seulement patatras. En mars 2023, soit 5 ans après, la Cour d'appel de Montpellier reconnaît un vice de procédure. Lorsque les douaniers ont fouillé le camion, ils n'étaient pas accompagnés d'un officier de police judiciaire, ce qui est interdit au nom de la protection des droits individuels. Le tribunal a donc prononcé non pas la remise en liberté, mais un non-lieu définitif en faveur des 3 propriétaires du camion qui n'ont probablement pas dû en croire leurs oreilles quand ils ont entendu ça. Ils sont aujourd'hui donc complètement blanchis. Et en réalité, depuis plusieurs décennies, la procédure pénale française n'a été modifiée que dans un seul sens. Toutes les réformes allaient dans le même sens, la protection des accusés. Ce qui est une bonne chose en soi,
mais quand on a trop, on perd l'équilibre. D'ailleurs, je tiens à rappeler que l'écrasante majorité des accusés en France sont coupables. Ils s'avèrent ensuite coupables. Et il faut oser le dire, le vrai problème est là. Le droit français est devenu un nid à vices de procédure et il entrave le travail de lutte contre l'insécurité que font les enquêteurs. Alors concrètement, comment, mais vraiment comment, on a pu arriver à une telle situation chez nous ? Eh bien, je vais vous dire, la tendance est assez ancienne, ça remonte à loin. L'article, en l'occurrence, dont je vous ai parlé pour la remise en liberté de ce trafiquant, ce qui est l'article 148 du Code de procédure pénale, a été voté en 1984. C'est-à-dire que ça remonte. C'était sous la houlette, à l'époque, d'un certain Robert Badinter. Mais ce ne sont pas que des politiques français qui ont représenté cette tendance de la protection des droits des accusés. Il y a même une instance dont on ne peut pas passer le rôle sous silence, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a commencé à s'en mêler assez rapidement. Et en 1993, je vous donne un exemple, elle a inventé un droit de se taire et de ne pas s'incriminer qui n'existait pas en France. La CEDH, je vous le rappelle, la Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel citoyen européen qui estime que la justice de son pays n'a pas respecté les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça vous semble flou? Moi aussi, c'est normal, c'est à dessein. C'est justement de ce flou que profite la Cour européenne des droits de l'homme pour prendre des décisions sur des sujets de plus en plus variés. Je vous ai donné l'exemple du droit de se taire. Alors toujours chronologiquement, comment en est-on arrivé là? On peut se prendre rendez-vous en l'an 2000. Il y a eu une grande avancée en l'an 2000, c'est lors de la cohabitation entre Jospin et Jacques Chirac. Élisabeth Guigou, qui était aussi ministre de la Justice socialiste, a fait voter la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, qui est une loi vraiment majeure. Je vous donne un seul exemple des apports qu'elle a eu. Elle a créé un nouveau juge, le juge des libertés et de la détention. Et je peux vous donner une petite anecdote que me disait mon prof de droit pénal à Toulouse. Il me disait bien, c'est le juge des libertés et de la détention, parce que, et lui il se moquait un peu de ça, il y a plusieurs libertés et une seule détention. Vous voyez comme c'est beau. C'était vraiment pour vous donner l'esprit. Et donc ce juge des libertés et de la détention réexamine toutes les décisions qui sont défavorables aux accusés. Et donc, d'ailleurs, là-dessus aussi, on peut se dire, les juges étant débordés, il y en a beaucoup. Vous savez, le surnom du JLD, le JLD, juge des libertés de la détention, parmi les magistrats, c'est jamais là pour dîner. Pour vous dire, ils ont autre chose à faire. En plus, qui peut avoir de l'intérêt, le JLD. Je rejette pas tout en bloc, mais bon, c'est assez récent et quand on a des juges débordés, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Et puis politiquement, on remarque que, ça je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème fondamental avec ça. La gauche politique a une tendance à prioriser la défense de la liberté individuelle, donc des accusés, qu'ils soient coupables ou innocents, parfois ils sont innocents, tandis que la droite, elle, a une tendance à préférer la défense de la société tout entière des crimes et délits. Et ce qu'il faut, c'est un équilibre des deux, c'est tout. Je ne demande pas mieux. Aujourd'hui, cette procédure est complètement déséquilibrée à cause de cette tendance. Et je vais terminer aussi sur cette partie-là, comment en est-on arrivé là, par le Conseil constitutionnel. Il faut en parler, le Conseil constitutionnel, qui est encore un autre tribunal. Je sais qu'on finit par s'y perdre, ça aussi c'est à dessein. Nous avons 5 cours suprêmes en France, 5 tribunaux tout en haut de la hiérarchie. Et donc on peut saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'on estime que l'État ne respecte pas la Constitution, entre autres. C'est une des façons pour lui de se prononcer. Et donc la Constitution, qui est un texte assez flou, d'autant que le Conseil constitutionnel y rajoute les textes qu'il a un peu envie de rajouter, la charte de l'environnement, surtout le préambule de la Constitution de 1946, enfin bref, à partir de ce texte assez grand et assez flou, il peut tirer des principes nouveaux. Et donc, toujours dans ce sens de protection des accusés, il a créé en 2010 une nouvelle obligation pour les enquêteurs qui sortaient du chapeau, qui n'existait pas avant, qui était la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue. Et donc, les lois se succèdent pour toujours davantage protéger les accusés. Alors, est-ce que les gens ordinaires comme vous et moi, on bénéficie de ces garanties? C'est une question, ça, c'est une vraie question. Oui, parce que a priori, tous ces droits, le droit de se taire, le droit à un avocat à la première heure de la garde à vue, etc., sont des droits qui paraissent positifs au premier abord. Surtout quand une personne honnête comme vous et moi, on se met à la place d'un accusé. Si jamais on était accusé, on aimerait bien bénéficier de ces droits. Mais il ne faut pas oublier deux choses. Premièrement, la grande majorité des personnes qui sont accusées, surtout mises en détention provisoire en France, s'avèrent ensuite être coupables, sont souvent des multirécidivistes. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui. On ne peut pas avoir l'accroissement des droits des accusés et l'efficacité des enquêtes pénales et de la lutte contre le crime. D'ailleurs, s'il y a des garanties procédurales partout, tout le temps pour les accusés, ça me semble parfois dépendre de l'accusé. Je me souviens de l'affaire du policier qui a fait feu sur Naël Merzouk à Nanterre, qui lui a eu droit à une justice plutôt dure. Il n'a pas eu beaucoup de garanties procédurales, et alors qu'on avait peu de raisons de le voir mis en détention provisoire, il y a quand même passé 6 mois.
Alors, est-ce qu'on a une porte de sortie? Donnez-nous une petite clé, peut-être. Je ne sais pas. Oui, il y en a, comme toujours. Le droit, c'est quelque chose qui se change, heureusement. Alors, dans ces affaires, moi, je veux d'abord dire que les juges qui prononcent des vices de procédure, qui consentent souvent toute la frustration que moi aussi j'ai, hein, évidemment. Mais ces juges-là, ils ont raison de prononcer ces vices de procédure. Parce que le point non négociable dans une société qui fonctionne, c'est de respecter la loi, qui doit être, et pas toujours, mais qui doit être, en principe, l'expression populaire. S'il y a des vices de procédure problématiques, c'est donc la loi elle-même qu'il faut changer. Je rappelle la formule de Montesquieu, le juge doit être la bouche de la loi. Et donc, peut-être qu'en l'occurrence, pour éviter la sortie de ce trafiquant de drogue, peut-être qu'il aurait fallu prévoir, il faudrait prévoir, et il faut faire preuve de créativité juridique, qu'il faut non pas faire sortir le détenu quand on ne s'est pas exprimé dans le délai sur une demande de liberté, mais peut-être un moyen d'obliger le juge qui doit s'exprimer de s'exprimer. Il faut faire preuve d'une certaine créativité juridique. Et puis toujours, j'aime bien quand même terminer là-dessus, à notre échelle individuelle en tant que citoyen, on a toujours des façons de faire pression. On est en démocratie. Les citoyens doivent faire pression sur leurs parlementaires pour qu'ils mettent, eux, en place une réforme profonde de la procédure pénale française. Et j'insiste sur le profonde parce qu'il faut aller à rebours de ce qui se fait en France depuis 40 ans et qui, le déclin de la France, on en parle dans tous les domaines, et ben dans le domaine judiciaire, voilà ce qui amène le déclin de la France et de notre justice française. Évidemment, il ne faut surtout pas que notre procédure pénale oublie la présomption d'innocence et la liberté individuelle, absolument pas. Et ça, je trouve que c'est régulièrement ça. Quand on plaide pour une meilleure efficacité de la lutte contre l'insécurité, on nous dit « Ah mais vous moquez de la présomption d'innocence, vous vous moquez de la liberté individuelle ». C'est complètement faux. Or, demander un ajustement, une réorientation, ça n'est pas du tout oublier ça. Mais il faut tout de même se réorienter vers une plus grande sévérité à l'égard des criminels et des délinquants pour protéger la liberté de tous, de vous et moi, d'aller et venir en paix dans son pays.